Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, en faisant preuve d'une certaine efficacité, a partagé avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. Nous n'allons pas nier que, avant l'avènement du président Patrice Talon, notre pays vivait certes, mais le dynamisme insufflé par le gouvernement de la rupture a permis à notre pays, en l'espace de 4 ans, de changer de cap, d'accélérer le rythme du développement. Cela est incontestable. Et le président de la République, dans une humilité, a constaté avec nos compatriotes sur place qui ont accompagné la démarche que de 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. En chantier parce que il y a des champs de construction qui ont été ouverts ci et là. Parce que tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. En effet, il y a seulement quelques années en arrière, nous connaissions ce qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire que nous avions l'électricité, l'énergie électrique par intermittence. Les causes de ces délestages ont été expliquées à chacun des Béninois, à chacune des populations rencontrées. Nous n'avions aucune planification, nous avions accumulé des dettes auprès du Nigeria, du Ghana qui nous fournissait, de la CEB que nous partageons avec le Togo, ce qui fait que nous étions à la merci des coupures intempestives selon le gré et l'humeur de ces pays fournisseurs. Et que ces 40 milliards de dettes ont été apurées en un temps record. Que nous avons vécu la fatalité du sous-développement parce que le président a rappelé à l'occasion de cette tournée que nos prédécesseurs ont tenté de construire une centrale thermique électrique qui a coûté 40 milliards à nos finances et que ces 40 milliards, pour reprendre l'expression du président de la République, ne sont même pas parvenus à allumer une seule ampoule, une seule lampe. Donc c'était un fiasco total. Et bien sûr, les décombres de cette centrale mal pensée, mal conçue, ou en tout cas non exécutée, en l'espace de 2 ans et demi, on a bâti une autre centrale qui couvre nos besoins en énergie à hauteur de 50%. Le président de la République a rappelé que, outre cette centrale, toutes les unités qui nous permettaient d'avoir un peu d'électricité et qui ont été laissées à l'abandon parce qu'elles étaient en panne, ont été toutes réhabilitées, qu'une deuxième centrale est en construction, en tout cas va démarrer, dont la construction va démarrer au mois de décembre pour une capacité égale à celle qui avait déjà été construite, c'est-à-dire de 127 MW. En 18 mois, on aura 7 centrales, plus 5 centrales photovoltaïques, c'est-à-dire faisant recours à l'énergie solaire,
également en chantier qui permettront à notre pays, dans 1 an et demi, 2 ans maximum, d'atteindre non seulement l'autonomie énergétique, avec une capacité permettant à nos populations de trouver du courant, mais une autonomie qui permettra à nos entreprises, à nos industries, à nos unités de transformation, qui ont toutes fermé parce que nous n'avions pas cette énergie. Et donc, nous n'étions susceptibles ou éligibles à aucune industrialisation, à aucun développement. Cette autonomie permettra enfin à notre pays de faire rouvrir toutes les unités de transformation, toutes les usines qu'il nous faut pour notre développement, mais permettra également à notre pays de vendre de l'énergie aux pays qui, naguère, nous fournissaient à leur gré. Je veux parler du Nigeria, et même du Nigeria, du Ghana, du Togo, et pourquoi pas ailleurs. Ceci est un bond formidable, prodigieux, qu'il était important que le président de la République partage avec nous, parce que c'est le socle de l'industrialisation, c'est le socle du développement, c'est ce facteur non identifié hier qui nous obligeait à vivre sous le joug du sous-développement qui était considéré comme une fatalité et qui aujourd'hui permet à notre pays de rêver d'une industrialisation qui permettra donc la création de nombreuses entreprises, qui permettra la création de plusieurs emplois et qui permettra à notre pays d'avancer. Je peux faire autant de développement pour ce qui concerne les routes, en reprenant cette expression que tout le monde connaît maintenant, à savoir la route du développement passe par le développement de la route. C'est répondant à cette logique qui, jusqu'à il y a quelques années, n'était qu'un vain slogan que le régime du président Patrice Talon, avec abnégation, s'est investi dans une construction effrénée d'infrastructures routières. À Cotonou, vous voyez les villes, les rues bitumées, c'est-à-dire qu'on relie chaque commune à l'autre, chaque arrondissement à l'autre, chaque rue à l'autre. Un double programme dit d'asphaltage, donc de bitumage, de nos rues à l'intérieur des villes et de toutes les villes du Bénin, de la même manière qu'un développement, une extension du réseau autoroutier pour relier les localités les unes aux autres et préparer le transport efficace de ce que nous produisons dans nos différents greniers, dans nos différents bassins. Parce que vaut la production cotonnière, là où nous sommes devenus premiers, de Banikwara, si nous ne pouvons pas l'acheminer facilement vers Cotonou? Que vaut la production du riz dans la vallée ou ailleurs, à Bassila, si nous ne pouvons pas les acheminer facilement par voie de terre ou de fer et bientôt d'air? D'où l'importance d'investir dans ces infrastructures routières, sans compter évidemment le confort que ça nous apporte, du moins qui réduit les nuisances et l'inconfort que nous vivions avec nos hanches et nos reins qui étaient malades, nos véhicules qui étaient vite endommagés. Bref, ces investissements que nous qualifions de préalables pour lancer le développement étaient nécessaires et étaient coûteux. Nous avons parlé de l'eau, où plusieurs centaines de milliards ont été investis, quasiment 200 milliards de francs CFA en l'espace de 4 ans. Beaucoup plus que des investissements qui ont été faits dans ce sens avant nous, en 10 ans, où certains de nos prédécesseurs n'ont investi que 40 milliards pour amener l'eau potable aux populations. Eh bien, l'État aujourd'hui, en l'espace de quelques années, a investi près de 200 milliards pour permettre aux Béninois d'accéder à l'eau potable, à l'eau tout court, puis à l'eau potable. Et ceci est devenu une réalité, à tel point que on est passé d'un taux de couverture d'environ 40%
il y a quelques années à 60-70% aujourd'hui, avec un objectif de couverture totale à l'horizon 2022, c'est-à-dire 100% des ménages qui auront l'eau. Les investissements sont faits pour faciliter l'accès aux soins, l'accès à la santé, la réhabilitation des hôpitaux, la construction d'un hôpital de référence, puis un deuxième, puis un troisième, probablement, la dotation de notre système de santé, d'ambulances, d'équipements divers qui manquent, qui font que nous consacrions beaucoup d'argent aux évacuations sanitaires auxquelles nous ne sommes pas tous éligibles parce que dans ce système, il y a une discrimination inhumaine et cruelle à laquelle un terme a été mis parce que on consacre les ressources aujourd'hui aux hôpitaux qui pourront soigner, accueillir tous les Béninois dont la santé s'améliore quand on se retrouve à l'hôpital. C'est déjà pas une bonne chose, mais tout est mis en œuvre pour qu'on aille moins à l'hôpital, mais on doit en avoir de références qui permettent de prendre en charge en cas de maladie, c'est important. Il y a donc une politique d'investissement massif dans ces différents secteurs, éducation, santé, infrastructure, énergie électrique, eau potable, investissement dans les secteurs de la culture, du tourisme, dont le gouvernement fait le fer de lance du développement. Notre pays doit pouvoir tirer des avantages de son potentiel touristique, d'où un programme ambitieux qui permettra de drainer vers notre pays des millions de touristes. Et c'est pour cela que l'aéroport aussi est réhabilité. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits à ce niveau, que les réceptifs sont en cours de construction, réceptifs hôteliers, je veux dire, en cours de construction, de restauration pour d'autres, et on va en implanter de grands standings, que le parc de la Pendjari et le parc W sont réhabilités. La gestion est confiée aux spécialistes parce que nous voulons rendre attractive la destination Bénin avec l'installation d'une route de l'esclave, d'une route du coton, d'une route du vaudou, etc. Donc, autant de projets touristiques qui permettront au Bénin de rentrer des devises. Et il faut préparer le terrain. Il y a des investissements massifs, là aussi, qui ont été consacrés au développement de cette filière. Les efforts qui ont été faits en matière d'agriculture, vous le savez, notre pays est passé premier en production cotonnière, premier d'Afrique en production cotonnière, deuxième de la zone UEMOA en ce qui concerne le vivrier. Nous sommes en train d'entreprendre les diligences nécessaires afin que la filière en arcade nous hisse à la première place. Donc c'est un programme que mon collègue de l'agriculture aura à dévoiler, des centaines de milliers d'hectares qui sont en train d'être apprêtés pour supporter cette culture afin que d'ici quelques années, notre pays soit le premier producteur d'anarcade. Et c'est la même ambition que nous nourrissons pour le riz, où nous produisons actuellement 400 000 tonnes, mais nous visons le 1 million de tonnes d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans. Des investissements sont en train d'être faits là également, de sorte que nous devons constater, comme le président de la République l'a fait avec les populations, que notre pays est en train de vivre une révolution du développement, une révolution économique extraordinaire, prodigieuse, qui rompt avec la fatalité et le pis-aller qui était notre quotidien, mais aujourd'hui, nous voyons que nous sommes un pays capable de redresser la tête et de subir de front la crise, par exemple la pandémie du Covid, en même temps que nous résistons à la fermeture par notre voisin de l'Est de sa frontière, qui était considérée comme un sujet sensible, un sujet qui allait jeter notre pays à la disette ou à la famine, si vous préférez, mais nous avons résisté et notre économie a montré sa résilience parce qu'un travail extraordinaire a été fait en amont et notre pays peut être capable de tous les défis aujourd'hui, les défis de modernisation.
Ça, c'est un travail de planification, d'audace, de rêve, de rationalisation, programme ambitieux que seul un grand homme, des grands hommes, peuvent animer. Et ce n'est rien à côté des réformes politiques qui ont été engagées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est savoir mettre les résultats en lien. Est-ce que ceci aurait été possible si nous étions restés sous notre ancien système de gouvernance? Que nenni. Évidemment, c'est là l'importance des réformes politiques. Parce que sans ces réformes politiques, on n'aurait jamais pu améliorer la gouvernance. L'ancienne gouvernance facilitait la corruption, l'impunité, la gabegie, le désordre, la pagaille. Et avec ça, on ne peut pas rationaliser notre économie, on ne peut pas entreprendre ce programme ambitieux qui a été déroulé en 2 ans et demi, 3 ans. D'où la nécessité impérative d'opérer ces réformes politiques et institutionnelles qui ont montré leurs résultats, leur efficacité, quand bien même elles n'ont pas été comprises tout de suite. Mais elles sont de plus en plus comprises. Et si vous souhaitez, on échangera là-dessus. Ces réformes qui ont permis de révéler des Béninois de type nouveau. Comme l'a expliqué le président de la République, nous n'avons pas fait ce travail. Nous ne sommes pas parvenus à ces résultats qui ne sont pas la panacée. On n'a pas dit que le Bénin est totalement transformé. On a dit que c'est un autre pays. On n'a pas dit que tout est déjà achevé ou accompli. Mais c'est un bon départ, un bon démarrage, de bonnes bases, de beaux préalables qui ont été posés. Mais ça n'a pas été fait avec des Chinois, avec des Burkinabés, avec des Ivoiriens, comme dit le président. Ça a été fait avec les Béninois, à qui on a inculqué de nouvelles habitudes. Les Béninois, nous qui commençons à avoir d'autres réflexes, des réflexes de développement, des réflexes de discipline, parce que sans la discipline, on ne peut pas parvenir au progrès. Des réflexes de bons citoyens, parce que tout ce qui a été entrepris et bâti ne l'a pas été avec de l'or. Nous n'avons pas d'or. Ne l'a pas été avec du pétrole. Nous n'en avons pas encore. Et d'ailleurs, le président de la République ne souhaite pas qu'il y ait du pétrole dans cette ambiance, puisque ça peut amener à la guerre, comme ça le fait dans d'autres pays, et il faut être suffisamment ordonné, discipliné, pour pouvoir gérer les fruits des réserves pétrolifères. Nous avons fait tout ceci avec nos propres ressources, c'est-à-dire les impôts qui sont collectés. Enfin, les impôts qui sont collectés, qui sont rationnellement collectés et rationnellement utilisés. Là également, la bonne gouvernance oblige à lutter âprement contre la corruption, parce que cette corruption facilitait le siphonnage de nos ressources qui ne pouvaient donc plus être consacrées au règlement des traitements des fonctionnaires, qui ne pouvaient plus être consacrées au service des dettes onéreuses que nous contractions et qui ne pouvaient donc pas être consacrées au développement de nos infrastructures, au développement des infrastructures socio-communautaires et de tout ce qui fait que la communauté des Béninois aille de mieux en mieux. Il y a donc nos ressources, essentiellement et exclusivement, qui ont permis d'aboutir à ces résultats modestes, même si c'est important dans le contexte de notre pays, parce qu'on essaye de rattraper un retard cumulé depuis de nombreuses décennies. Si autant avait été fait il y a 60 ans, on n'en serait plus là. Mais on essaie de rattraper ces retards, c'est une constante que nul ne peut nier. Donc ça a été fait avec nos ressources, parce que nous sommes disciplinés. Et c'est en cela que le président de la République, dans son humilité, reconnaît que les progrès que nous avons engrangés sont le fruit, non pas seulement de son leadership, il est modeste, mais on le lui doit beaucoup, à son gouvernement, aux institutions, mais aux efforts du peuple béninois.
grâce à qui on a réussi à avoir ces résultats. Donc le mérite doit être attribué à ce peuple et nous passons évidemment par votre canal pour le faire savoir à chacun des Béninois qui rend tout le monde fier d'appartenir à cette nation. Et le président de la République n'a raté aucune occasion de rappeler sa fierté d'être béninois. Il est allé même loin, constamment en disant que s'il devait renaître, il souhaiterait renaître béninois. C'est vous dire l'attachement du président de la République à cette nation qui n'est plus en construction. Nous sommes déjà, en dépit de la diversité de nos origines, de nos confessions, nous sommes déjà une nation. Mais nous sommes une nation qui est en train de bâtir son État, son pays. Nous sommes une nation qui est en train de travailler pour être une très grande nation, ce que nous méritons. Une très grande nation, et c'est pour cela, et c'est en cela que le président de la République a aussi constamment salué la renaissance. La renaissance constatée dans notre pays, une renaissance sans laquelle nous n'aurions pas pu avoir ces différents résultats. Et en réalité, ce que je voudrais partager avec vous, parce que quand on fait un peu d'effort, les chiffres sont là, ils sont vérifiables. Ce qui est matérialisé, les constructions, les réalisations sont vérifiables. Mais ce qui l'est moins, c'est ce qui a été germé, puisqu'on parle de résultats visibles. Ça, c'est ce qu'on voit. Ce qui a été mis en place et qui donnera ses fruits dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, peut-être dans quelques décennies. Le travail qui est en train d'être fait pour reprendre en main notre système éducatif sinistré, nous ne pouvons pas en mesurer les résultats aujourd'hui, parce que là, il faut mettre des grains en terre. Il faut former les formateurs, construire les lycées techniques, puisque le gouvernement a fait l'option de l'enseignement technique et professionnel. Par opposition à l'intellectualisme que nous avons développé pendant de nombreuses années et qui a valu au président d'être un peu rouspété parce qu'il a parlé de bavardage. Bavardage étant un terme, on va dire, amusant et amical, de rappeler que notre système éducatif a formé des intellectuels, qu'un ancien président a pu qualifier de taré, par exemple. Mais quand le président de la République, assis sur son fauteuil pendant cette conférence, fait remarquer, et il y a de quoi interpeller, que mes lunettes ne sont pas fabriquées à Cotonou, le micro n'est pas fabriqué à Cotonou, le pupitre n'est pas fabriqué à Cotonou, les vêtements que chacun de nous porte ne sont pas fabriqués à Cotonou, les lampes, le carrelage, rien n'est fabriqué à Cotonou. Comment voulons-nous nous développer si nos peu de ressources, nous les consacrions à l'importation de ces choses élémentaires que d'autres pays, sur lesquels d'autres pays ont bâti leur fortune? Est-ce que c'est avec une thèse de doctorat en sociologie qu'on fabrique ces choses? Le micro, les caméras, les caméscopes, rien du tout. On n'a même pas été capable de trouver de la main-d'œuvre au Bénin pour déployer la fibre optique. Quand c'est comme cela, est-ce qu'on continue d'encourager un système éducatif qui fabrique de brillants intellectuels, mais qui n'est pas capable de nous sortir du chômage, ni de nourrir nos options, d'investir massivement dans l'enseignement technique et professionnel, qui sont les seules filières qui permettent à un pays de se construire, de s'industrialiser, de se développer, de pourvoir aux emplois. Et comme nous avons très peu d'infrastructures de base, on est obligé de recommencer, de construire des lycées techniques, ça a son coût, ça a un coût, de former les formateurs. Tout ceci nous prendra 2, 3, 4 ans, mais au bout de la 5e année, nous commencerons à former et au bout de 10 ans, peut-être que nous aurons les premiers techniciens. Voilà l'illustration, par exemple, de ce qui va venir. Je ne veux pas vous dire qu'on va construire un stade dans toutes les communes. C'est évident.
Ça fait partie de ce qui n'est pas encore visible aujourd'hui, mais qui arrivera. Mais il y a des choses beaucoup plus subtiles sur lesquelles il importe d'attirer l'attention des uns et des autres. Et c'est cette illustration que nous donnons, par exemple, avec la reprise en main du système éducatif, du système de santé. Donc cette renaissance a été saluée. La fierté d'être béninois, on peut enfin lever la tête et regarder l'horizon. C'est ce que le président a dit, même si notre résultat, qu'il apprécie avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie, paraît peu aux yeux des uns et des autres, ces résultats prouvent ceci, que nous avons démontré notre capacité à tourner le dos et à vaincre la fatalité, notre capacité à redresser la tête pour bâtir notre pays, en faire une grande nation qui va compter dans le concert des grandes nations. Si nous avons été capables de faire ça aujourd'hui, nous sommes capables de beaucoup mieux, à condition que nous préservions nos acquis. Ces acquis que le président de la République considère qu'ils doivent être irréversibles et irrévocables. C'est-à-dire qu'on ne permettra plus à personne de remettre en cause ces efforts que nous avons commencé par faire et qui produisent des résultats, ce qui appelle à une certaine prise de conscience, à une certaine vigilance, à une certaine responsabilisation de chacun d'entre nous. Vous voyez bien le terrain sur lequel je veux aller. Il ne faut plus que l'on vienne par des discours et des dogmes nous laver le cerveau et faire croire qu'on est dans une compétition politique stérile qui voudrait que quelqu'un s'éternise au pouvoir ou que quelqu'un mette à mal la démocratie alors qu'on est en train de consolider cette démocratie et de lui donner un contenu. Il faut que les Béninois, parce qu'ils ont constaté ces résultats, veuillent les préserver, veuillent les consolider, veuillent les pérenniser. Si ce n'est pas pour nous-mêmes, pour notre génération, il faut que ce soit pour les générations à venir. Parce que le travail qui est fait sous le leadership du président Patrice Talon, c'est le travail d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain. Le travail pour les générations d'aujourd'hui, les générations de demain, nos enfants, nos petits-enfants. Si ce n'est pas fait, ils seront obligés de payer un plus lourd tribut. Et c'est pour cela que nous avons été gentiment invités à serrer la ceinture pour réaliser ces choses. Et quand le président de la République parle de serrage de ceinture, bien sûr, c'est nuancé. Les salaires continuent d'être payés. Celui qui a une production à vendre vend et encaisse. Le serrage de ceinture, c'est qu'il n'y a plus de distribution de prébendes issues de la corruption, de la gabegie, du gaspillage de nos ressources que certaines élites politiques souvent, qui se retrouvent avec les caisses publiques, prennent des libertés avec l'argent public, jouent les riches et les gros dos et sont malheureusement célébrés. Voilà un autre thème important. Nous avons pendant de nombreuses années appris à célébrer nos bourreaux. Quelqu'un s'arrange pour se faire normer à un poste, détourne la caisse, joue les paparazzis et c'est celui-là qui est vénéré. Et ceux qui font des efforts, qui sont plus méritants, sont vomis, sont rejetés. Eh bien, je crois que le temps est venu pour que nous ne célébrions plus, c'est le président de la République qui le dit, nos travers. Il ne faut plus que ce soit le voleur, le délinquant, qui soit adulé, porté sur un piédestal, cependant que ceux qui s'échinent, qui travaillent et qui gagnent leur vie à la sueur de leur front soient dénigrés. C'est aussi une révolution mentale, que dirais-je, une évolution tout court, à laquelle le président de la République, par le constat de nos acquis, l'analyse des moyens par lesquels nous sommes parvenus à ces résultats, conclut et exhorte le peuple béninois à célébrer plutôt la vertu que le vice, et donc à barrer la route à l'imposture. C'est à cet exercice que je voudrais vous inviter, à cette analyse constante que vous allez partager avec ceux qui vous entourent, avec nos compatriotes,
constamment, inlassablement, pour que notre pays tourne le dos à la pauvreté, à la misère, tourne le dos à la fatalité. Parce que là aussi, et vous allez saisir le sens de la pédagogie du président de la République, lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on a peu de moyens, on est condamné à se battre. Ceux qui sont riches, ils ont déjà construit leur pays. Ils ne reviennent plus en arrière. Mais quand vous êtes pauvre, soit vous vous battez pour sortir de votre condition de pauvre, de votre précarité, et on en a l'énergie pour bâtir une nation prospère, soit vous vous vautrez dans cette pauvreté et vous tombez dans la misère. Donc, l'effort doit être notre leitmotiv. L'organisation doit être notre leitmotiv. C'est ça, le sens et la portée de la tournée de reddition de comptes engagée par le président de la République à travers nos contrées 60 à ce jour, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de vigueur, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme, où, je dois le dire, il a été accueilli, parce que nulle part, le président de la République, dont on supputait l'impopularité, nulle part on ne lui a jeté la pierre. Et quand bien même les gens de mauvais augure penseraient que c'était un public acquis, mais il s'agissait des représentants des populations. Et les populations sont sorties nombreuses, se sont massées. On n'a pas eu droit à un jet de pierre. Et pourtant, on a déjà connu ça dans notre pays. On a eu droit, au contraire, à un accueil chaleureux qui prouve que les Béninois avaient soif de leur président, qu'ils attendaient d'échanger avec lui, que dis-je, de communier avec lui. Et elles ont été enthousiastes, elles ont écouté, elles ont adhéré, parce qu'elles ont compris le sens des réformes, parce qu'elles ont compris que le président de la République les ont compris. C'était ça, le sens de cette tournée de reddition de comptes, n'en déplaise à qui ne veut pas voir que non seulement le président n'était pas dans l'aquarium, mais bien dans le peuple et pour son peuple, qu'il est sorti de ce que ceux-là appellent aquarium et qui s'est montré à l'aise dans la lagune, dans la mer, sur terre, dans l'air, qu'il est en phase avec le peuple béninois et que son bilan a convaincu ce qui sera constaté dans les jours à venir, puisque, si je dois vous lâcher un scoop, le président de la République, il n'était que dans un exercice de reddition de comptes, n'a pas voulu aborder la question d'un nouveau mandat auquel, à l'unanimité, partout où on est passé, il est invité. Il y a beaucoup de localités dans lesquelles on nous a fait savoir qu'on a déjà avisé. Pour lui, on a dit qu'il est condamné à briguer un second mandat, qu'il est condamné à la poursuite de la dynamique. Alors, si j'ai un scoop à partager avec vous aujourd'hui, quelque part, il a dit, pourquoi pas? Il a dit en anglais, why not? Nous avançons un tout petit peu dans la dynamique, mais nous confirmons que, évidemment, une équipe qui a conduit des réformes difficiles, mais aux résultats palpables, ne peut pas arrêter la dynamique. Mesdames et messieurs, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vous ai dit que c'est un échange. Je ne vais pas monopoliser la parole, on peut rester là jusqu'à demain. Voilà ce que j'ai pu vivre aux côtés du président de la République à l'occasion de cette tournée qui se poursuivra. Je me tiens évidemment à votre disposition pour aborder toutes sortes de questions susceptibles de nourrir votre curiosité sur les motivations de cette tournée si besoin en est, et même d'autres questions qui vous brûlent les lèvres. Merci pour votre aimable et obligeante attention. La question qu'il a posée. Je crois quand même qu'on est bien élevé pour se parler avant, pendant, après. Je veux dire, c'est une question légitime qui a des réponses normales, donc il n'y a pas de raison que nous ne nous voyions pas après. Alors, la première préoccupation, c'est de savoir si on a fait exprès d'être passé par Savet, Tchaourou, avant d'arriver à Cotonou.
Mais écoutez, M. Taillon, la tournée a été planifiée. Et quand on parle de planification, soit c'est le fruit du hasard, ce qui ne ressemble pas au gouvernement auquel j'appartiens, soit parce qu'il y a des raisons précises à ce que l'on ordonne les choix. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas de commune favorable, de commune hostile au président de la République. Toutes les communes sont sous l'administration du président de la République. Et pour aller loin, je ne suis pas sûr que Cotonou soit plus sous le charme, bien que Cotonou ait bénéficié du maximum d'infrastructures, puisque c'est notre capitale économique, c'est notre grande métropole, et que Savet soit particulièrement hostile au président de la République. Non. Il est vrai qu'il y a eu quelques difficultés rencontrées à Savet à la suite de l'élection législative, des élections législatives passées. On a connu ces difficultés à Savet, on les a connues à Tchaourou, qui est la ville natale du prédécesseur du président Patrice Talon. Il y a eu des moments d'humeur. Mais il y a eu des difficultés également à Kadiaou. Donc il a paru opportun au président de la République de démarrer sa tournée par les villes des collines, Savet, où il compte des Béninois, des partisans, comme des gens qui ne sont pas forcément favorables à l'action du gouvernement. Mais Savet est une ville symbole parce qu'il y a eu des incompréhensions et qu'il y a eu des mesures d'apaisement qui ont été apportées et qu'on a démarré la tournée par là. Et l'accueil réservé tant à Savet qu'à Tchaourou démontre que le président de la République reste le père de la nation et que les thématiques qui ont été abordées dans ces villes sans tabou, avec beaucoup de franchise et beaucoup de sincérité, ont reçu un écho favorable auprès des habitants et des citoyens de ce pays. Donc, je ne dirais pas que c'est prémédité parce que ce n'est pas le terme qui convient, mais c'est une planification de métronome avec beaucoup de réussite, comme on a toujours tout planifié et programmé. Nous avons eu vent, ça c'est la deuxième question, d'irrégularité, effectivement, à l'occasion des concours concernant les auditeurs. Mais je voudrais qu'on replace les choses dans leur contexte. Quand vous parlez d'irrégularité, cela ne veut pas dire quels sont le fait de l'organisation du concours. On a surpris des tentatives de tricherie. Et ça, vous ne pouvez pas mettre un gendarme derrière tous les candidats. Plus exactement, 2 candidates qui se sont présentées dans les salles, non pas avec un corrigé type, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas encore de corrigé des épreuves. Et je peux vous dire que mon collègue garde des Sceaux, qui doit initier ces corrections, est absent, donc il n'y a pas de corrigé type. Il y a une candidate qui a été surprise avec ce qu'on appelle des antisèches, et une autre qui se faisait souffler les réponses depuis l'extérieur via son téléphone. Les 2 ont été sortis des salles de composition. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'ampleur de la fraude et les complices éventuels de cette fraude, puisque je vous ai dit qu'il y a des gens qui soufflaient des réponses depuis l'extérieur. Je crois que l'une de ces candidates est déjà placée en garde à vue, sera probablement présentée au procureur de la République ce jour, et que les autres sont activement recherchés. Et vous permettrez que pour des questions d'efficacité, je ne puisse pas en dire davantage, sauf à vous dire que le gouvernement prend ses responsabilités et que cette tricherie qui arrive, parce que nous ne sommes pas des saints,
nous oblige à interpeller leurs auteurs qui seront sanctionnés. À part cela, ces concours ne connaissent et ne souffrent d'aucune irrégularité susceptible d'être imputée au gouvernement ou aux organisateurs. La question de M. Gabin Goubi sur le coût de la tournée, je voudrais aimablement répondre que j'ai déjà répondu à cette question en précisant que c'est une tournée institutionnelle, constitutionnelle du chef de l'État dans l'exercice de ses prérogatives, que c'est une tournée saluée, exécutée avec les moyens les plus simples. Il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion. C'est le même véhicule que le président utilise pour parcourir ces kilomètres, ces nombreux kilomètres, au préjudice d'ailleurs de sa santé, de sa forme. Mais les enjeux et l'attachement du président de la République sont tels qu'il consent ces sacrifices dont les résultats sont là. Et par conséquent, il n'est pas forcément opportun d'épiloguer sur ce que ça a pu coûter. Ça coûte toujours, mais ça ne coûte pas plus que ça rapporte, d'autant que c'est un impératif. À la question de briguer sa propre succession, le président aurait répondu « Why not ?» Je vous l'ai dit, et si la tournée ne justifiait pas ce second mandat. Je ne voudrais pas reprendre des expressions un peu fâcheuses, du genre, même s'il n'y avait pas tourné, on peut briguer un second mandat, vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Je ne dirais pas cela. La reddition des comptes est une obligation. Et lorsqu'on a un bilan considéré comme élogieux, on ne va pas faire comme si on n'a pas été l'artisan de ce bilan. Si ce bilan parle suffisamment pour lui, au point de susciter l'enthousiasme des populations, des représentants des populations, on ne va pas en faire le reproche au président de la République, qui ne s'est pas encore prononcé, donc ne préjugeons de rien. Mais nous avons un bilan qui parle. Nous avons un bilan qui ravit le plus grand nombre. Il n'y a personne dans cette salle, sans préjuger de ce que vous avez dans vos cœurs, qui puisse dire ici que ce qui a été accompli pendant ces 4 années n'est pas grandiose. Chacun peut avoir ses opinions. Mais permettons à la majorité des Béninois d'exprimer leur choix en appelant le président de la République à rempiler. J'en fais partie et je ne suis pas le dernier des idiots. Mais nous n'avions pas forcément besoin de cette tournée pour susciter quoi que ce soit. Et il ne faut pas reprocher au président de la République une chose et son contraire. Pendant qu'on lui dit qu'il est resté enfermé dans sa tour de Babel et que les autres, eux, connaissent le vrai peuple, qui travaille pour le vrai peuple, on va pas, les mêmes ne vont pas venir lui reprocher d'avoir eu du succès dans ces sorties que le président n'affectionne pas particulièrement, mais pour lesquelles il a consenti un sacrifice, un effort pour démontrer son attachement au peuple béninois. Question de Arnaud Doumaou. Lorsque le président de la République, dans un exercice humoristique, dit qu'il y a eu tellement de premières pierres qu'il n'y a plus de collines à Dassa, est-ce que cela voudra-t-il dire que rien n'a été fait avant le gouvernement de la rupture? Je répondrai en faisant constater à mon ami Arnaud Doumaou que j'invite à venir à Dassa, la terre de mes ancêtres, pour constater qu'il y a encore des collines quand même. Et que tout n'a pas été pris. Ça veut dire que c'est un exercice d'humour pour illustrer une période où nous avons eu beaucoup de poses de première pierre qui poussent dans les brousses et qui ont engendré des éléphants blancs. Et que nous avons un style de gouvernance qui contraste avec celle des premières pierres, mais celle des dernières pierres.
Je crois que c'était un style pour le président de la République de matérialiser une fois de plus la rupture. Et cet exercice se justifie bien dans le cadre d'une reddition des comptes, puisque quand on fait une reddition des comptes, on fait l'état des lieux. On expose ce qu'on a pu constater et qui n'a pas pu permettre à notre pays d'évoluer avant de montrer comment on a rompu avec cette pratique pour aller plus loin dans le développement. C'est ce qu'on appelle la dialectique. Ce n'est pas forcément provocateur, ce n'est pas forcément un exercice de dénigrement, et ça ne veut pas dire que Patrice Talon a inventé le Bénin. Le président Patrice Talon est le énième président de la République du Bénin, d'abord République du Dahomey, qui ne s'est pas construite en un mandat. Nous constatons tout simplement que sous le mandat de la rupture, il y a eu beaucoup plus d'efforts que par le passé. Et ça, c'est un constat et c'est une revendication légitime. Bien sûr que des routes ont été construites, mais si vous voulez qu'on polémique là-dessus, des routes sur lesquelles on jette juste un peu de bitume, pour ne pas dire des couches de peinture, puisque ces routes se dégradent en l'espace d'un an ou de deux. Aujourd'hui, les routes sont dimensionnées autrement, elles sont construites pour l'avenir, et le président de la République les décrit bien en montrant l'épaisseur des couches de bitume. Vous pouvez le constater, et je ne crois pas qu'il soit interdit de faire référence à cela. Que par le passé, on a justifié des décaissements massifs d'argent, de milliards de francs CFA, pour faire croire qu'on a creusé, qu'on a foré des puits, et que des audits ont révélé qu'en réalité, on a juste mis des totems ci et là pour faire croire qu'il y a eu des forages, alors qu'il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, l'eau est là et jaillit. De la même manière qu'on a posé des premières pierres, et je pense qu'on a posé un peu plus de pierres que les premières, par exemple, pour la construction du siège de l'Assemblée nationale, dont nous connaissons le résultat, 15 ou 17 milliards investis dans une œuvre dont le président de la République rappelle que même les chauves-souris qui y habitent ou les magouillas qui y habitent ne sont pas en sécurité. C'est un constat. Il faut bien faire ce constat pour justifier ce que nous allons bâtir. Il en est de même de la centrale de Maria Grita, où 40 ou 44 milliards de francs CFA ont été engloutis sans qu'on ait pu allumer une lampe. De la même manière que vous verrez non loin du site qui abrite aujourd'hui la construction de l'hôpital de référence de Calavi, une grosse première pierre qui est dans les hautes herbes et qui avait été posée également en vue de la construction d'un hôpital qui n'est jamais sorti de terre. Donc, je suis à l'aise lorsque le président de la République, sur une question qui devrait nous faire pleurer, une question dont la réponse est pathétique, je préfère encore que le président de la République use d'humour pour nous faciliter la tâche, atténuer notre peine et orienter nos regards vers ce qui se fait aujourd'hui de vrai, de durable, de bon. Je terminerai en disant que non seulement le gouvernement du président Patrice Talon ne revendique pas d'avoir inventé le Bénin, même si on réinvente le Bénin, mais a l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas pu faire en 5 ans tout ce qui avait été prévu et promis, et qui n'appartient pas à un gouvernement, même en 2, en 3, en 4 mandats, d'achever la construction d'un pays. On fait les efforts d'aujourd'hui, d'autres viendront faire des efforts complémentaires, etc. Donc si le sens de votre question, c'est de sanctionner ce que vous pensez être de l'arrogance ou de la suffisance, je crois qu'il y a suffisamment de matière
pour confirmer qu'en dépit de l'œuvre qui est accomplie, que nous allons effacer de nos mémoires les travers que nous avons dénoncés et qui nous ont entraînés là. La réconciliation et l'amitié n'obligent pas à l'économie de vérité. Donc, je pense que tout se tient. Il faut d'ailleurs que les faiblesses et les insuffisances des uns et des autres soient étalées au grand jour avant qu'on ne passe l'éponge et qu'on aille vers une réconciliation vraie. Donc, le fait de constater et de déplorer ce qui a pu caractériser notre passé ne fait pas obstacle au vœu de la réconciliation, au vœu sincère de la réconciliation à laquelle nous sommes condamnés puisque nous restons une nation. Nous allons bâtir cette nation avec nos frères qui ont commis des impairs, qui ont commis des fautes et qui, s'ils le reconnaissent et font amende honorable, pourront bâtir le pays avec nous, d'autant que le président de la République reconnaît que nos errements sont imputables à nous tous, lui y compris. Il n'y a pas d'ange parmi nous, on n'est que des hommes, des pécheurs avec nos faiblesses, mais qui avons décidé de tourner le dos à nos travers et de développer un peu plus la vertu. Il demande si le Bénin se construira désormais sans les sociologues ou sans les avocats. Il n'en a jamais été question. Nous avons passé notre temps à nous former par un mimétisme idiot aux filières que je vais qualifier d'intellectuelles, aux humanités, par exemple. Nous avons hérité d'un système colonial où le colon a voulu qu'on apprenne à parler français. On est devenus des experts en français. On est devenus des experts en lettres modernes, en négligeant au passage nos propres langues. On connaît mieux l'histoire de France que l'histoire du temps romain. On a formé des sociologues, on a formé des psychologues, on a formé des avocats pendant de nombreuses décennies. Et toutes ces différentes filières ne nous ont apporté et ne nous apportent aujourd'hui que le chômage. C'est un constat. Et nous avons continué ce mimétisme, cependant même que le pays ou les pays dont nous avons hérité du système, eux ont commencé ou ont continué de former des gens à la technologie. Ils ont formé des ouvriers qualifiés, des gens qui vont travailler dans les manufactures, dans les grosses industries, dans l'informatique, etc. Donc c'est nous qui nous sommes déconnectés. Et le constat du président de la République, c'est de dire aujourd'hui que, au lieu de continuer à former des sociologues massivement, des psychologues massivement, des avocats qui continuent de recevoir leur formation, la gouvernance publique donnera priorité à la formation technique et professionnelle. Autrement dit, si naguère nous avions 100% d'intellectuels et 0% de manuels ou de techniciens, aujourd'hui, nous voudrions qu'il y ait au moins 70% de techniciens, de gens qui ont été formés pour avoir un métier. Et quand je dis techniciens, tous ceux qui savent faire un travail, qui savent avoir un emploi. On va former des gens dans le secteur du tourisme, ce n'est pas forcément très technique. Mais si nous voulons faire de la filière tourisme une filière de développement, il faut que nous ayons de bons serveurs, de bons guides, des gens qui savent recevoir, qui savent gérer un hôtel. Ce n'est pas forcément des sociologues. Ça rapporte, c'est un métier. Et dans les grands pays, on forme à cela. Si nous voulons maintenir et pérenniser les résultats que nous avons dans le secteur agricole, il faudrait qu'on forme un peu plus d'agronomes, de techniciens, des ingénieurs, etc., plutôt que de former des juristes. Donc c'est une question de proportion que l'on inverse. Il ne s'agit pas de construire un pays sans sociologue, on en a besoin, sans historien, on en a grand besoin, ou sans chercheurs
Et là, je vais emprunter les expressions du défunt général de Gaulle, qui déplore que des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on n'en trouve pas. Donc, on veut former des chercheurs qui trouvent des solutions que l'on peut concrétiser afin que les Béninois puissent aussi fabriquer des lampes, des micros, des chaussures, des souliers, des sacs, des produits de consommation, qu'ils puissent aussi avoir des entreprises pour transformer, au moins, ne serait-ce que cela, nos produits vivriers, transformer l'ananas, les oranges, puisque nous avons eu des usines aussi, des unités de production qui ont fermé, notamment pour déficit d'énergie électrique et également pour absence de main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est ça le sens de la réflexion et des propos du président de la République. Il ne s'est pas agi de sous-estimer telle filière ou telle filière, mais il s'est agi de recadrer, et il a raison, c'est pertinent, de réorienter notre système éducatif vers un système qui permet de résorber le chômage dont nous nous plaignons tous. Parce que notre système éducatif n'est pas allé vers les métiers et n'a même pas su adapter les métiers traditionnels à la réalité d'aujourd'hui. Alors, la deuxième question de M. Oussou, qui selon moi recèle une incompréhension. Il n'y a pas d'insuffisance dans le travail qui est fait, quand bien même aucun travail n'est parfait. Le sens de mon propos, c'était de dire que la plupart des projets qui sont mis en route sont financés. Mais nous avons un président de la République méticuleux et pointilleux, qui fait faire des études d'une précision la plus absolue possible. Le président de la République, alors qu'un projet est bouclé et que, à une semaine du démarrage des travaux, quand il constate, soit parce qu'un technicien le lui a soufflé tôt, soit parce que, puisqu'il est souvent au front, il constate que tel paramètre n'est pas aux normes, il peut remettre en cause ce projet. Ça, il faut le savoir. Donc, ce qui doit être lancé, par exemple, en décembre 2020, peut être différé parce qu'on doit faire des études complémentaires. Il préfère que nous ayons une œuvre bien accomplie, si possible, parfaitement accomplie, plutôt que de précipiter la construction d'une centrale. Vous vous rendez compte, si nous critiquons les 40 milliards qui sont partis en fumée, je dirais, dans une centrale, certes, c'est certes parce qu'il y a eu du détournement, il y a eu du gaspillage, mais il y a forcément eu des erreurs dans la conception. Donc, pour éviter ces erreurs, ces travers que nous dénonçons, on pousse l'expertise dans ces derniers retranchements. Le président de la République est certes pressé, mais il ne confond pas vitesse et précipitation. Donc, tout doit être bien articulé avant qu'on ne lance les travaux. C'est ce qui explique les retards que vous pouvez constater dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. J'arrive à M. Ozias Runguet, dont je n'ai pas très bien saisi la question, puisqu'il m'a dit, le président a parlé d'une réconciliation avec le président Yahi Boni, mais je n'ai pas très bien compris sa question. Est-ce qu'il attend du président Patrice Talon qu'il aille faire le guet ou le sitting devant le domicile du président Yahi Boni? Non. Le président a parlé publiquement et officiellement en tant que chef de l'État et père de la nation en disant « Moi, je suis prêt et j'appelle une réconciliation à l'endroit de ceux qui me jettent la pierre, puisque de mémoire d'homme, vous ne verrez dans aucune parution, dans aucun livre, des propos tenus par le président Patrice Talon, des propos désobligeants à l'endroit de qui que ce soit. C'est le contraire que vous verrez. C'est lui qui a souvent été fustigé, traité de tous les noms. Et pourtant, il dit « nous pardonnons ». Et il ne s'adresse pas qu'au président Yahi Boni. Dès lors que ça a été fait, et que moi-même je suis témoin, on ne peut pas parler plus que ça, quand le chef de l'État dit « je veux me réconcilier », quand le chef de l'État dit
demande aux sages de tout mettre en œuvre pour que la balle soit mise à terre, il a déjà joué sa partition. C'est aux autres de savoir saisir cette balle et surtout d'avoir un comportement qui ne soit plus belliqueux, qui ne soit plus... Bon, voilà. Donc, il ne peut pas faire mieux que sa proclamation officielle à la face du monde. Le journaliste veut savoir quand est-ce qu'il y aura une deuxième phase. Il n'a pas suivi. C'est une tournée qui a déjà connu 2 phases. Et nous disons phase parce que, en fonction du temps de pause qu'il y a entre les deux phases, il y a une première phase où il a parcouru 17 communes. Cette deuxième phase où 43 communes ont été visitées et qui porte à 60 le total des communes. Au mois de janvier, cela est annoncé, il y aura probablement, mais très certainement, un tour dans les 17 communes qui restent, puisque nous en avons 77, n'est-ce pas, afin qu'aucune commune ne se sente en reste. Sinon, au départ, la tournée a été planifiée et programmée pour une 50aine de communes. Mais le succès dans l'action a suscité l'appétit des autres communes qui avaient aussi envie de recevoir le président de la République, lequel se prête au jeu parce qu'il n'y a pas de petites communes et il n'y a pas de communes privilégiées. Alors, évidemment, je profite pour répondre à la question sur la tenue. Bon, nous sommes en démocratie. Le président de la République est libre de s'habiller comme bon lui semble, même si vous avez noté la particularité de la tenue de combat, la sahélienne avec laquelle il a parcouru les chantiers de Cotonou, qui est la même, en tout cas dans le modèle, avec laquelle il a été reçu à Cotonou. On va dire que c'est son goût, qu'il n'y a pas forcément à donner lieu à une polémique particulière. Les 2 tenues sont élégantes et je crois que ça fait le buzz. Alors, quand on parle de violation de mesures barrières, non, toutes les précautions ont été prises. C'est d'ailleurs par respect de ces mesures barrières que, dans l'exécution de l'impératif constitutionnel de reddition de comptes et de cette tournée, on a projeté de recevoir que les représentants des populations dans des salles avec respect des mesures barrières. Cela a été un déchirement, puisque le président de la République, vous savez, on découvre les gens qui pourraient vous paraître lointains, est un homme de chaleur. Et donc, il était très malheureux de réduire ces rencontres aux représentants des populations. Il aurait bien voulu être dans son peuple comme un poisson dans l'eau, comme un capitaine dans l'eau, entouré de ses poissons. Et il lui est arrivé très souvent de déplorer et de souffrir de cette barrière qui nous confinait à recevoir peu de gens dans des salles avec des masques, ne lui permettant pas de s'exprimer. Cela étant, quelles mesures peut-on prendre pour empêcher les populations qui savent que leur chef bien-aimé est dans les parages et qui accourent, qui s'attroupent? Tout ce qu'on a pu faire, c'est d'essayer de les discipliner, de distribuer des masques, de distribuer des gels pour qu'ils se lavent plus ou moins. On a fait ce qu'on pouvait. Est-ce que dans ces circonstances, il aurait fallu faire appel aux forces de sécurité pour les disperser? Ça aurait été contraire à l'esprit de la tournée. Et ceci me donne l'occasion de rattraper, peut-être une omission ne peut pas tout dire, les mutations que nos forces de sécurité ont connues. Le président l'a rappelé très souvent et les a saluées. Nous sommes passés de forces de sécurité qui étaient naguère, il y a bien longtemps, en arrière, connues pour ne pas nous sécuriser et surtout pour nous racketter ou nous rançonner. Et qu'aujourd'hui, avec la réorganisation et les mutations acceptées par les forces de sécurité, non seulement l'insécurité a baissé considérablement, mais nous sommes de moins en moins sujets à ces raquettes et à ces renseignements. Bien au contraire, vous avez des gens en uniforme très courtois qui portent assistance et secours aux compatriotes
les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Je profite de cette question pour rappeler ce pan important des mutations qu'on a opérées dans l'administration, au sein des forces de sécurité et de défense. Monsieur Koueteyou, je crois, de la primeur. Pardon? Koueteyou, toutes mes excuses. Est-ce que le président de la République ne réduit pas la qualité de ses interventions en tenant des propos humoristiques? Vous savez, le président a fait preuve de beaucoup de pédagogie. Il ne sert à rien de tenir un discours rigoriste lorsqu'on veut toucher le cœur des gens. On est obligé d'emprunter des expressions qui détendent, mais qui pénètrent dans le cœur. Et le président n'a fait que reprendre dans nos langues, ce qui est fort appréciable, des expressions courantes de nos mentalités, de nos réflexes. Ne perdez pas de vue que le leitmotiv, je peux très bien m'exprimer en fond, de nos dirigeants et d'ailleurs de la plupart d'entre nous, lorsqu'il n'y avait pas ces réformes intellectuelles et morales, c'est que chacun veut aller couper sa part. Quand on crée un parti politique, le président de la République l'a rappelé, c'est un peu comme le couteau avec lequel on va dépecer une partie du gibier bénin. J'aime mon parti de quartier, ah, je veux ma part, je veux le porc, je veux les recettes douanières, je veux, donc, affouler-ton et nos diamants, quoi. Voilà. Alors, une fois de plus, je dis, présenter de cette façon, les populations comprennent davantage et leur niveau de conscience est élevé par cet effort de pédagogie que fait le président en descendant dans le langage élémentaire terre à terre. Ces petites expressions sont plus formatrices, sont plus pénétrantes que de longs discours. Évidemment, qui veut comprendre, comprend. Mais qui veut toujours critiquer peut trouver que le président n'avait pas à décrire dans ce menu détail ce qui se passait dans nos cœurs, ce qui constitue nos réflexes malsains, nos travers. Et donc, je voudrais vous prier, mes chers amis journalistes, à restituer le vrai sens de la pédagogie présidentielle plutôt que de chercher la petite bête. Je me mets à l'aise de savoir que mon président démontre sa connaissance de nos intentions, de nos réflexes. À ce point, c'est ce qu'on devrait saluer. C'est qu'il nous connaît et connaît nos pratiques dans le menu détail. Et donc, en sortant ces expressions, nous devrions être rassurés que le Bokono connaît bien son fa et qu'il pose le bon diagnostic, ce qui permet d'avoir la bonne thérapie. Et c'est la combinaison de ce bon diagnostic, parce qu'on connaît le terrain, parce qu'on connaît les soubresauts, nos motivations, qu'on a pu trouver une thérapie qui permet de sortir le Bénin du cycle de la pauvreté, de la paupérisation, pour le remettre sur les rails du développement. Un développement qu'il nous faut consolider, qu'il nous faut pérenniser en extirpant de plus en plus les mauvais réflexes, les travers que le président de la République dénonce aimablement avec des expressions familières, des expressions simples que les plus intelligents d'entre nous connaissent et comprennent. Réconciliation avec le président Yahya Boni et pourquoi pas à commun avec Adjavon. D'abord, je ne savais pas que Sébastien Adjavon était de commun, vous me l'apprenez. Non, la réconciliation, elle n'est pas exclusive. La réconciliation à laquelle le président de la République appelle est une réconciliation intégrale
une main tendue en direction de tous les Béninois, quelle que soit leur faute, leur péché. Et ils ne s'excluent pas. Ce n'est pas une réconciliation judiciaire. Ce n'est pas une affaire de toi tu as fait ci, toi tu as fait cela. Non. Mais comme j'ai eu à le dire, cette réconciliation doit être inclusive. Elle est voulue par le président de la République. Il faut qu'elle soit voulue aussi par les autres protagonistes. On ne se réconcilie pas tout seul. Et cette réconciliation ne se fera pas au préjudice du peuple béninois, à la faveur d'une amnésie par rapport aux crimes économiques qui ont été commis. Cette réconciliation ne peut pas être faite par l'impasse sur ceux qui doivent rendre compte et à qui il suffit d'adopter une démarche d'humilité afin que la réconciliation soit possible. Vous ne pouvez pas faciliter la réconciliation lorsque, quand le chef de l'État vous tend la main, vous passez votre temps à cracher dans la soupe et à menacer le chef de le faire partir ou de le traiter de tous les noms. Donc, votre question, elle est bienvenue parce qu'elle donne l'occasion de rappeler aux uns et aux autres que la réconciliation comme la paix ne sont pas de vains mots, mais c'est des comportements. C'est une démarche qui appelle plus à l'humilité des autres qu'à celle exprimée déjà par le chef de l'État. Si vous pouvez passer ce message, vous comprendriez que l'heure n'est plus au bavardage et que tous les fils du Bénin sont appelés à contribuer à l'édification de cette grande nation qui est en train d'être bâtie au jour le jour, sous nos yeux, commune par commune, je reprends les expressions du président de la République, secteur par secteur. Tout est impacté et tout le monde, tous les enfants du Bénin ont leur place dans ce processus, sauf s'ils décident eux-mêmes de rester en marge de ce progrès et de cette réconciliation qui, si vous le permettez, sera le dernier mot de notre entretien de ce jour pour lequel je vous remercie. Une fois de plus, je vous renouvelle mes remerciements d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de partager ces moments avec nous en attendant qu'on se retrouve pour d'autres questions.